Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, la santé, c'est l'autre volet de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Une convention portant sur la recherche internationale en santé publique a été signée avec l'Institut national de recherche biomédicale qui collabore notamment avec l'Organisation mondiale de la santé. Ce partenariat entend relancer la coopération franco-congolaise dans le domaine de la recherche biomédicale. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les affrontements qui ont éclaté entre milices loyales au gouvernement somalien et forces indépendantistes ont fait 210 morts. Côté civil, en à peine un mois de combat dans cet état autoproclamé du Somaliland, région séparatiste de Somalie. Financement des infrastructures routières, celles liées à l'eau et à l'assainissement. Le gouvernement sud-africain annonce des investissements d'un montant de 49 milliards de dollars alloués à ces secteurs au cours des 3 prochaines années. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, ce nouvel exil de François Bozizé, l'ancien président centrafricain, a quitté le Tchad pour la Guinée-Bissau. François Bozizé se trouve à Bissau depuis vendredi. Il aurait finalement accepté l'offre du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Ce départ aurait été favorisé par les diplomaties angolaises et américaines. Raison de cet exil, la présence de François Bozizé au Tchad était dénoncée par les autorités au pouvoir en Centrafrique qui redoutent une tentative de coup d'État. Voilà 2 semaines que les négociations étaient engagées entre le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra sous la médiation du chef de l'État angolais João Lourenço. Et dans un communiqué, la coalition des Patriotes pour le changement, l'alliance de groupes rebelles centrafricains coordonnés par l'ex-président de la République entre 2003 et 2013, souligne, je cite, que cet éloignement ne constitue pas un obstacle dans sa volonté de continuer le combat de la libération du peuple. Fin de citation. Durant sa visite en République démocratique du Congo, qui s'est poursuivie jusqu'à samedi soir, le président français Emmanuel Macron s'est arrêté à l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa et a rencontré le directeur de cet institut, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, virologue à l'origine de la découverte du virus Ebola. Construit par la France et inauguré en 1984 par le président François Mitterrand, l'INRB est le fruit de la coopération entre la France et la RDC pour les 2 pays. Il est temps de donner un nouvel élan à cette coopération dans le domaine de la recherche biomédicale. C'est ainsi que les 2 parties ont signé la convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé publique. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe et le président français Emmanuel Macron sont revenus sur l'enjeu de cette coopération. Monsieur le Président, votre visite en ce 4 mars 2023 est historique parce que la France, après 30 ans d'absence, vient concrétiser et amplifier la relance de la coopération entre l'INRB et les grandes institutions scientifiques françaises qui vous accompagnent. Tel est d'ailleurs le souhait de notre président, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui déjà en juillet 2019 avait signé avec votre autorité la feuille de route franco-congolaise qui a permis à l'INRB de renforcer ses capacités. En conclusion, Monsieur le Président, Excellences, distingués invités, l'histoire de l'INRB que je viens de vous brosser nous enseigne que la recherche scientifique demeure le levier du progrès socio-économique, surtout lorsqu'elle tient compte des opportunités qui se présentent devant elle. Il nous appartient donc de créer et maintenir cette collaboration sincère, efficace et respectueuse de nos spécificités respectives. C'est ainsi que l'Afrique de demain sera développée. Les chercheurs et décideurs politiques africains doivent être préparés à investir et à s'investir dans la recherche scientifique. Ainsi, en Afrique, la science rayonnera là où il y a la conscience, c'est-à-dire l'éthique professionnelle, comme le rappelle avec force l'emblème de notre alma mater,
Scientia splendet et conscientia. Que vive la coopération scientifique franco-congolaise. Je vous remercie. Quand on voit votre parcours et celui de votre laboratoire, il y a peut-être eu des hasards, mais on est convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup de ténacité. Et dans le temps, une obstination joyeuse et généreuse à marier les talents, à les former, à les faire grandir, à vous équiper, à tresser les coopérations et à réussir à bâtir ici ce véritable fleuron. Alors je ne vais pas répéter ce qui a été dit. L'objectif premier était en effet de constituer une forme d'institut Pasteur, et d'ailleurs vous avez placé sous ses auspices votre propos, ce qui montre la fidélité à ce rêve. Il y a eu ensuite la découverte d'Ebola, le travail qui a été fait, le travail qui ensuite a permis d'aller jusqu'à l'anticorps monoclonal et les expériences très concrètes qui ont été procédées. Puis sur ce chemin, la coopération avec la France, la présence du président Mitterrand en 1984, dont nous avons vu la photo tout à l'heure, qui va sceller une amitié, une coopération inédite. Et même si, il y a 30 ans maintenant, la France a cessé cette coopération du fait des événements politiques, jamais le lien n'a été rompu. Au Somaliland, à Las Anod, des affrontements opposent depuis plusieurs semaines l'armée régulière à des forces séparatistes. Les combats ont fait depuis début février au moins 210 morts dans cette ville du Somaliland, État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991. Sur place, le climat reste extrêmement volatile. Vous allez le voir, malgré le cessez-le-feu décrété le mois dernier, mais qui, depuis, a connu de multiples violations. C'est un sujet de la rédaction. Las Anod, toujours en alerte. Ici, des affrontements opposent depuis février des milices loyalistes aux forces indépendantistes. Dans cet État du Somaliland, un État sécessionniste qui s'est séparé de la Somalie en 1991. Et depuis l'éclatement des combats, le bilan ne cesse de s'alourdir. 210 civils ont été tués et 680 autres blessés dans les combats qui ont éclaté entre les forces du Somaliland et la communauté locale à Las Anod. C'est ainsi que sur le terrain, les forces somalilandaises et des milices qui soutiennent le gouvernement somalien se font face dans cette région disputée. La situation est telle que les habitants, principalement des femmes et des enfants, ont fui Las Anod pour trouver refuge dans le sud-est de l'Éthiopie voisine. Le coordonnateur humanitaire pour la Somalie a noté qu'avec les combats qui en sont maintenant à leur 4e semaine, plus de 185 000 personnes auraient été déplacées et des hôpitaux ont été endommagés, compromettant l'accès aux soins essentiels pour les blessés. Il appelle au respect des travailleurs humanitaires et médicaux, au respect des installations et services médicaux afin de permettre aux blessés et aux malades de recevoir les soins appropriés. Le coordonnateur humanitaire pour la Somalie a également appelé à un accès humanitaire sans entrave à tous ceux qui en ont besoin. Un appel lancé car les humanitaires sont parfois pris pour cible. Le 28 février, un hôpital où intervient Médecins sans frontières avait été visé lors des combats qui perdurent malgré le cessez-le-feu décrété le 10 février. La prise en charge des réfugiés présents au Tchad. Le Tchad accueille près de 500 000 réfugiés originaires notamment de Centrafrique, du Nigeria, du Cameroun ou encore du Soudan. Une fois dans les camps, comme dans celui de Kalambari, se pose la question de leur prise en charge. Et l'une des problématiques majeures concerne la prise en charge immédiate sur le plan médical. C'est un reportage de Mamat Ramadan et Nathalie Mo. Au Tchad, de plus en plus de femmes réfugiées font recours au Conseil des sages-femmes pour planifier les naissances et éviter des grossesses non désirées. C'est le cas de Haché Adoum qui est venu demander assistance aux agents de santé pour prévenir une grossesse trop rapprochée afin de mieux s'occuper de son enfant de 6 mois. Cette assistance sociale et sanitaire aux femmes réfugiées est rendue possible grâce aux espaces santé construits dans les différents camps par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Nous arrivons à consulter 30 à 33 femmes par jour, au maximum 35. Et par semaine, nous sommes à 160 quelques femmes. Ça, c'est la CPN. Et pour la consultation postnatale,
nous arrivons à consulter 3 à 4, 5 par jour. Et nous sommes environ 160, 150 par mois. Et l'accouchement, on fait 3 à 4 accouchements par jour. Dans les espaces santé du camp de réfugiés de Kalambari, par exemple, une dizaine de sages-femmes se relaient chaque jour pour assister médicalement les femmes enceintes et les conseiller sur le planning familial. Une initiative saluée par le gouvernement et son partenaire, la Banque mondiale, qui estime que le bien-être familial passe par la santé de la mère et de l'enfant. Dans les 7 provinces, on fait les centres de santé, c'est plus grand que ça. Donc comme je l'ai dit, c'est juste pour le réfugié et leur permettre de se prendre en charge tout le plan de soins, les premiers soins. Voilà. Et le parc a également intervenu dans le camp de réfugiés à Kalambari lors de la crise intercommunautaire des réfugiés camerounais sont venus ici. Et nous avons fait aussi des transferts monétaires à 38 000 individus qui ont reçu les transferts monétaires. Selon la taille des ménages, nous avons donné 45 000 francs par individu. Par ailleurs, au-delà de la santé de reproduction dans les camps de réfugiés, le gouvernement et ses partenaires, à travers le projet PARCA, ont mis sur pied un programme de filets sociaux pour la réinsertion et la protection sociale des réfugiés. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 480 000 réfugiés sur son territoire et le nombre des demandeurs d'asile continue de croître. L'Afrique du Sud est le pays le plus urbanisé du continent africain. Les 2 tiers des habitants résident dans des agglomérations urbaines. Seulement voilà, les transports urbains collectifs sont aujourd'hui en déclin face, entre autres, aux infrastructures ferroviaires en état de déliquescence. Le gouvernement se dit engagé sur la question. Celui-ci ambitionne d'y investir 49 milliards de dollars au cours des prochaines années afin de développer le secteur des transports. Mais pas que, car d'autres domaines seront aussi concernés par les investissements annoncés. Les précisions de Mildred Diamou. L'Afrique du Sud se positionne au premier rang en matière d'intégration des infrastructures en Afrique. Mais durant la dernière décennie, la baisse de la croissance économique, les pressions budgétaires et l'appui financier apporté par l'État aux entreprises publiques ont considérablement limité la capacité du gouvernement à investir davantage dans de nouvelles infrastructures. Pour inverser cette tendance, le pays prévoit de mobiliser 903 milliards de rand, soit environ 49 milliards de dollars, pour des projets d'infrastructure au cours des 3 prochaines années. L'investissement dans les infrastructures jette les bases d'une croissance inclusive et durable. Il s'attaque aux contraintes du côté de l'offre et élargit l'accès aux services de base. Au total, le secteur public devrait dépenser 903 milliards de rand dans les infrastructures à moyen terme. La plus grande partie de ce montant, soit environ 448 milliards de rand, sera dépensée par des entités publiques et par le biais de partenariats d'investissement public-privé. Selon le ministère des Finances, les investissements seront essentiellement axés sur des projets stratégiques dans les secteurs du transport et de la logistique pour un montant d'environ 351,1 milliards de rand, ainsi que dans l'eau et l'assainissement pour un montant de 132,5 milliards de rand. Parmi les projets en cours, le ministère indique notamment l'hôpital central du Limpopo de 488 lits, dont la construction devrait commencer en mars 2023. Le démarrage en avril 2023 de la 2e phase du programme de ponts ruraux de Wéli-Sizwe. Le début en juin 2023 de la construction d'infrastructures en vrac habilitantes, telles que des routes et des composants d'eau à Loufreng, à l'ouest de Soweto et dans la province du Gauteng, entre autres. Alors que nous entreprenons des projets d'infrastructure, nous devons sévir contre la criminalité dans le secteur de la construction. Notre objectif n'est pas seulement de construire de nouvelles infrastructures, mais aussi de maintenir celles qui existent déjà. Dans le même temps, nous envisageons des initiatives pour tirer parti des ressources du secteur privé dans la prestation des infrastructures publiques. L'Afrique du Sud est confrontée à la vétusté des infrastructures, l'insuffisance du réseau ferroviaire et la congestion des ports.
Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé à accélérer les dépenses dans les infrastructures et à élargir l'accès aux services de base au cours des dernières années. Le groupe logistique public Transnet prévoit un vaste programme d'investissement qui comprend entre autres l'extension des ports de Durban et de Richards Bay, l'achat de locomotives de train et la construction d'un poste d'amarrage pour la manutention du gaz naturel liquéfié. Le long chemin de la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en riz, le pays ambitionne en effet de couvrir ses besoins d'ici à 2025. Un défi alors que la production qui en plus d'être confrontée à la concurrence des importations a longtemps connu une certaine stagnation. Cependant, les autorités se veulent optimistes, d'autant qu'elles prévoient une hausse de 27% de la production de riz blanc au terme de cette année. Alors que le riz est le deuxième produit le plus importé en Côte d'Ivoire après le poisson, le pays mise sur une plus grande productivité. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la production de riz blanchi est attendue à 1,4 million de tonnes en 2023, un volume en hausse de 27% comparé au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Déjà, il faut noter qu'à l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités en termes de ressources naturelles pour pouvoir développer sa filière riz. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la première phase de la SNDSL de 2012 à 2020, la Côte d'Ivoire a pu mettre en place l'ensemble des fondamentaux, tant sur le plan de la stratégie que sur le plan du développement de l'approche pour pouvoir permettre à sa filière riz d'être performante. Ce qui lui a valu même d'avoir des résultats assez satisfaisants sur plusieurs années avant de stagner. L'augmentation prévue de la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire sera tirée par le développement de la capacité de transformation de l'industrie locale, soutenue par la stratégie nationale de développement de la riziculture, s'étendant sur la période 2020-2030, adoptée par le gouvernement. Dans le cadre de ce programme, l'exécutif ivoirien a investi dans 30 unités de transformation, dotées d'une capacité de 10 000 tonnes par heure, dont 18 sont opérationnelles. Près de 850 000 hectares de terres agricoles ont également été aménagés au profit des opérateurs privés pour booster la production locale de riz paddy, selon le ministère de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire dispose d'une bonne capacité de transformation du riz de qualité. Et donc pour la campagne 2023, cela est peut-être possible et encourageant, notamment avec la ferme volonté du chef de l'État de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre rapidement son autosuffisance d'ici 2025. Avec le développement de la trame industrielle, avec la mise à disposition des parcelles, je me dis que cet objectif-là pourra être atteint. Notamment si on arrive à pouvoir accompagner les acteurs à accéder facilement au financement, si on arrive à pouvoir accompagner les acteurs à pouvoir accéder aux intrants et aux semences de qualité. La Côte d'Ivoire, 6e producteur de riz en Afrique subsaharienne, dépend à hauteur de 60% des importations pour ses besoins de consommation de riz blanchi, estimés à plus de 2,3 millions de tonnes par an. En 2021, les achats du produit sur le marché international ont coûté environ 657 millions de dollars au pays, alors que la Côte d'Ivoire devrait importer 1,25 million de tonnes de riz, soit près de la moitié de sa consommation selon les prévisions. Les autorités envisagent une production de 2 millions de tonnes de riz blanchi d'ici 2025. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.